Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Malgré un contexte socio-politique tendu, ELECAM est activement engagé dans les préparatifs du double scrutin municipal et législatif de février 2020. L'organe en charge des élections au Cameroun se dit prêt à relever le défi de la transparence et de la crédibilité. Les lenteurs dans la mise en œuvre des réformes font craindre le secteur privé à quelques mois de l'entrée en vigueur d'une zone de libre-échange. À suivre dans ce 20h, les recommandations de la Chambre de commerce. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. ELECAM se dit prêt d'être satisfait des préparatifs d'un mois des élections municipales et législatives de février 2020 après une descente dans les différentes bases logistiques où sont fabriqués le matériel électoral. Le président du conseil électoral affirme que Elections Cameroun est en avance sur le temps. Reste donc à ELECAM de pouvoir donc gagner en crédibilité à travers une transparence. Des précisions dans ce reportage de Aïe Cyril, Élisée Borba. Une descente du président du conseil électoral, accompagné du directeur général des élections dans les différentes bases logistiques d'Elections Cameroun pour s'enquérir de l'état de fabrication du matériel électoral. À l'imprimerie nationale, les techniciens sont à pied d'œuvre. Ici, il faudra produire 9 millions de bulletins aux sigles et couleurs des partis et candidats au municipal. La même effervescence est observée à l'imprimerie Montparnasse du quartier Madagascar à Yaoundé. Rendu à un mois du double scrutin du 9 février prochain, Elections Cameroun se dit satisfait de l'état d'avancement des préparatifs. Les élections auront bel et bien lieu et sans difficulté. Nous sommes en avance du temps, nous avons moins de 28 jours, mais nous sommes bien en avant. Tout le matériel sera acheminé dans les antennes communales et dans les bureaux de vote au jour J, sans problème. Le conseil électoral se rend également aux poules biométriques, puis à la base aérienne 101 à Yaoundé. C'est à partir d'ici que le matériel conditionné après fabrication sera acheminé vers les démembrements d'ELECAM à travers le pays. Même s'il affiche sa satisfaction, le président du conseil électoral reste vigilant afin d'éviter de sombrer dans l'autoglorification. Le parcours à mi-chemin montre que nous avons une bonne maîtrise du temps. La programmation a été respectée donnée par le conseil, a été maîtrisée par la direction générale et nous restons vigilants. Vous savez que les élections se terminent après les résultats. Donc nous restons vigilants, confiants certes, mais nous restons vigilants. Les municipales et législatives du 9 février prochain offrent une autre occasion à Elections Cameroun de gagner en crédibilité à travers une organisation moins critiquée. Notre devoir est plus que jamais interpellé. Il est établi que si nous voulons renforcer la confiance des citoyens dans le processus électoral, l'investissement le plus important reste celui de continuer à communiquer, à promouvoir et à consolider davantage l'intégrité des élections dans notre pays. Je reste persuadé que Elections Cameroun pourra gagner le pari et faire de ces élections un modèle de transparence, de crédibilité et par-dessus tout un modèle d'inclusion. En le rappelant au cours de la session qui a suivi la descente sur le terrain, le président du conseil électoral engage ses pairs à œuvrer pour gagner la confiance des populations. Évoquons à présent cette cérémonie de présentation des vœux sous fond d'adieu à l'Assemblée nationale, les adieux des députés, notamment qui ne reviendront plus à l'hémicycle, mais également des personnels admis à la retraite. La cérémonie présidée par Cavaillé Yégué Djibril a été également marquée par la remise des médailles d'honneur de travail au personnel méritant. Le reportage de Joël Essenguet et de Marcelin Gansop. C'était le temps des adieux pour les députés qui ont volontairement claqué la porte de l'hémicycle de Ngouekele, à l'instar du questeur Aoudou Baya du SDF et ceux qui ont échoué aux portes des investitures ou recalés en dernier ressort par le Conseil constitutionnel.
Des adieux rythmés par la présentation des vœux au président de l'Assemblée nationale, qui a reçu tour à tour les poignées de main des membres du bureau de la Chambre basse du Parlement, des députés résidents ou de passage dans la capitale, sans oublier l'ensemble des personnels en service à l'Assemblée nationale, à l'hôtel des députés et à l'Institut parlementaire d'Afrique de Yaoundé. C'était aussi le temps des adieux pour certains personnels admis à faire valoir leur droit à la retraite. L'Assemblée nationale vous exprime toute sa reconnaissance pour les services rendus avec loyauté et dévouement à la nation camerounaise et vous souhaite beaucoup de réussite dans vos futures entreprises. Une séparation bien difficile. C'était enfin le temps des récompenses pour ceux qui se sont donnés corps et âme pendant plusieurs années pour la bonne marche de l'Assemblée nationale. Des médailles d'honneur du travail en argent, vermeil et or ont été épinglées aux élus du jour. Pendant 10 ans, j'étais sincère dans mon travail, j'étais engagé et aujourd'hui je suis récompensé par les hauts responsables de l'Assemblée nationale. Et j'ai promis de mes autorités que je vais continuer comme ça pour travailler dur. Comme ça, je peux mériter encore des médailles dans le futur. D'abord, beaucoup de plaisir pour moi-même, pour la famille. J'ose croire que cette médaille représente 18 années d'ardeur au travail. Si aujourd'hui on a eu cette médaille, ça couronne un peu ce succès. Satisfaction et bonheur légitime, mais surtout une invite à donner encore plus pour le rayonnement de la Chambre basse du Parlement. Ça m'encourage à continuer davantage. J'ai donné le meilleur de moi-même et je donnerai jusqu'à, vous voyez, je suis presque à la sortie. Je donnerai donc jusqu'à la dernière heure. Les réjouissances se sont poursuivies dans les familles des récipiendaires, pendant que ceux qui n'ont pas été distingués ont été invités à redoubler d'efforts en attendant leur tour. Seul le travail paye. Tout autre chose à présent, le secteur industriel camerounais plus que jamais coincé à l'ère de la mondialisation des échanges. La faute à la volonté politique qui tarde à prendre des réformes à même de booster le tissu industriel. Le cri d'alarme est de la Chambre de commerce réunie à Douala. Ses membres appellent de tout leur vœu à l'application des recommandations du grand dialogue national en vue de relancer l'économie sinistrée des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Innocent Abega et Jean-Paul Choniat. À sa réunion bilan de fin de mandat 2016, 2019 et 2020, la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat demande au gouvernement camerounais de mettre en œuvre les résolutions du grand dialogue national pour relever les opérateurs économiques du nord-ouest et du sud-ouest, aujourd'hui à genoux dans leurs activités. Sans la paix, il n'y a pas des affaires. Donc nous attendons que les résolutions du grand dialogue auxquels nous avons assisté se mettent très rapidement en place pour que les hommes d'affaires puissent retrouver leur place et pouvoir donner de l'emploi et encadrer ces jeunes qui sont aujourd'hui désœuvrés. Dans ce chapelet de plaintes des PMI et PME, les membres de la Chambre de commerce du Cameroun citent le manque d'accompagnement des banques commerciales. Au Cameroun, nous n'avons pas de banques qui accompagnent les hommes d'affaires. Nous n'avons que de banques commerciales où ils donnent le crédit à 12 mois. Le Cameroun a tout. Ce qui nous manque, c'est une volonté politique, c'est une organisation à la hauteur de nos ambitions. Et si rien n'est fait, soutient la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat, le Cameroun se fera engloutir dans l'ouverture mondiale des marchés de consommation. La Chambre de commerce appelle à une harmonisation des procédures administratives à l'heure de la mise en service de la plateforme continentale africaine de libre-échange. Il ne faudrait pas mettre la charrue avant les bœufs. Tant qu'il n'y aura pas de voie de communication, tant qu'il n'y aura pas une facilité de passeport, de visa pour que chaque homme puisse se déplacer, chaque homme d'affaires puisse se déplacer d'un pays à l'autre, je pense qu'on aura toujours ces difficultés de cloisonnement que certains pays se réservent. La Chambre de commerce, comme les organisations patronales et autres syndicats, tire donc la sonnette d'alarme sur l'industrialisation du Cameroun. Le Cameroun ira-t-il à la généralisation des échanges commerciaux en producteurs ou alors en simple consommateur de l'importation? L'avenir d'une économie camerounaise performante ou non en dépend dorénavant. La balle est donc dans le camp des décideurs et dirigeants camerounais, conclut la Chambre de commerce, d'industrie, des mines, de l'artisanat du Cameroun. A signaler que cette sortie de la Chambre de commerce, des mines, de l'industrie et de l'artisanat s'est faite au cours de la réunion d'évaluation, la réunion de bilan du mandat 2016-2020 de cette institution. Je vous suggère donc d'écouter à présent son président Christophe Ekin dresse le bilan des activités, les bons et mauvais points de ces 4 années. Il est au micro d'Equinox Télévision. Le bilan,
je dirais, est assez difficile à faire parce que nous avons vécu d'abord le mandat 2020 de manière très difficile, avec une difficulté financière reconnue au niveau de la Chambre, ce qui ne nous a pas permis de réaliser toutes nos missions. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons, comme dit un membre, fait beaucoup de choses avec peu de choses, construit le centre d'incubation pilote, accompli toutes nos missions de formation, d'information et de promotion aussi bien à l'étranger qu'à l'intérieur du pays. Nous avons pu également signer un BOT pour construire un centre de logistique au port de Douala. Nous avons également obtenu un business plan pour le port autonome de Kribi, où nous allons pouvoir construire un centre là-bas. Un centre de cuir à Marawa et également un centre de boucherie à Gaoundéré. Voilà à peu près. Et en dehors de ça, nous avons accompli toutes nos missions régaliennes avec des réunions de statut qui se sont tenues, mais malheureusement, on n'a pas pu faire des réunions de session parce qu'il manquait des moyens pour pouvoir faire ces missions. Et dans le chaudron de la crise anglophone, la poursuite des violences exaspère les populations. À Mabéta, dans la région du sud-ouest, des jeunes ont mis la main sur un groupe de jeunes séparatistes qui avaient kidnappé un individu et ces jeunes ont donc reçu un encouragement des pouvoirs publics. Le reportage de Xavier Fouca. Les habitants de Mabéta, non loin de Limbe dans le département du Fako, région du sud-ouest, de plus en plus engagés dans la traque des membres des groupes armés non étatiques, une chasse aux démons qui porte des fruits. Il y a 2 jours, ils ont traqué et mis la main sur des membres de ces groupes qui avaient kidnappé un expatrié ghanéen et demandé une rançon. Les kidnappeurs avaient donc été remis aux forces de défense et de sécurité camerounaises. C'est à cette occasion que l'autorité administrative locale a effectué une descente sur le terrain en vue d'encourager les populations et leur assurer le soutien du gouvernement. Pour ce faire, il leur a été demandé de mettre sur pied un comité de vigilance. Je vous prie de travailler avec les chefs et de mettre sur pied le comité de vigilance. Lors de la prochaine visite officielle du sous-préfet, le dit comité sera installé. Une proposition à laquelle les jeunes de Mabéta adhèrent. Par le passé, ils ont subi les affres de l'insécurité dans la localité, laquelle a paralysé toutes les activités de ses habitants. Nous de Mabéta, nous ne dormons pas. Nous ne sommes pas libres. Nos parents sont kidnappés et amenés en brousse, ce qui n'est pas une bonne chose. Si nous jeunes nous mettons ensemble pour lutter contre l'inconnu, nous retrouverons la paix. Cette rencontre a également été l'occasion de passer en revue d'autres problèmes de la localité. En bonne place, le problème d'infrastructure routière, un véritable handicap pour le développement de Mabéta. L'insécurité, la promiscuité et le désordre urbain dictent leur loi à Sobikabo, un quartier oublié de Douala 3e. Ici, à Douala, à la veille des municipales et législatives du 9 février prochain, ces populations tiennent à faire entendre leur voix et elles décrivent dans ce reportage qui va suivre les dures réalités auxquelles elles sont confrontées au quotidien. C'est un reportage que signent Dallas Tchana et Michel Ngatiouf. Acceptable, seules les unes vont décider. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Autre actualité au cœur de ce journal, profanation d'un corps à Kribi. Dans la région du Sud Cameroun, une dame a été difficilement enterrée du fait d'un litige foncier. Le site a été militarisé, empêchant la famille d'inhumer la défunte. Il a fallu l'intervention de la préfecture pour mettre un terme à cette brouille. Joseph Abuna. C'est un scandale que les appétits fonciers viennent encore de causer ici à Kribi. L'inhumation d'une femme est bloquée par un monsieur qui dit avoir acheté toute la propriété. Parti de ce soir, Seigneur Jésus, si tu es le Dieu de justice, je t'invoque parce que Seigneur Jésus, je t'ai qu'à demander ce que tu as accordé à ma mère. Chez nous, même une tombe vide, c'est une tradition compliquée chez nous. Donc là où c'est là, par les soins du prétendu propriétaire, le site est militarisé
et toute l'administration publique est mise en branle. Pourtant, l'office de la défunte ne cesse de brandir une note signée du procureur de la République qui lui autorise d'inhumer le corps de sa mère. Je suis allé avec ma famille et j'ai été enregistré au commissariat et le commissaire m'a demandé de rentrer et de continuer la cérémonie funèbre dans le calme. Nous enterrons simplement et purement, puisqu'il a levé ces éléments. Et j'ai quand même eu à lui faire part des documents fiables qui seront soumis à son étude. Au ressort, il a eu des documents qu'il fallait. J'ai eu gain de cause, comme toujours. C'est l'intervention de la préfecture de l'Océan qui vient mettre un terme à ce bras de fer pour donner gain de cause au fils de la défunte. Très souvent, les achats de terrain n'obéissent pas aux procédures réglementaires, d'où les déboires et autres déceptions observées par la suite. Et je vous invite donc à présent, mesdames et messieurs, à revivre ces dures réalités des populations du quartier Sobikabo à Douala 3e. L'insécurité, la promiscuité, le désordre urbain dictent la loi. À la veille des municipales et législatives du 9 février prochain, elle lance un cri d'alarme. Le reportage de Michel Ngachoufou d'Alassana. En approchant ce quartier de Pécadis, dans l'arrondissement de Douala 3e, tout semble aisé pour les populations et pourtant ici résident de nombreuses difficultés. L'arrivée tardive du développement inquiète drastiquement les habitants qui ont choisi de ne plus se taire car ils rêvent eux aussi d'un environnement particulier, choisissant de nous schématiser Pécadis comme ce commerçant habitant. Ce que je constate qu'il y a ici, il y a trop l'insalubrité et le manque d'éclairage dans le quartier et beaucoup de bandits. Le quartier s'appelle Sobikabo 2. Il semble ne plus faire bon vivre ici et les petites solutions des habitants sont les moindres mesures qu'ils emploient pour espérer une petite aisance. En touchant du doigt l'insécurité, les voies d'accès, nous avons beaucoup de problèmes de voies d'accès. Nous avons également, je vais dire, un peu d'incivisme. Parce que, comme vous avez pu le constater tout à l'heure, nous avons entrepris dans ce quartier un certain nombre de personnes d'améliorer les voies d'accès du quartier pour rendre la circulation un peu plus fluide. Nous avons buté contre certaines difficultés et aujourd'hui vous avez dû constater que nous ne sommes vraiment pas très bien lotis. L'état de la route laisse à désirer et chacun fait de son mieux pour arpenter les ruelles qui jonchent le quartier Sobikabo 2. Dans sa complexité, on croirait que cette partie de la ville est abandonnée à elle-même. D'ailleurs, à qui mieux, c'est un calvaire pour les élèves du lycée bilingue du génie militaire, non loin de là. Avec l'état de route qu'on voit, vraiment, surtout la saison de pluie, nous sommes vraiment mal à l'aise ici. Parce que quand les motos arrivent, quand nous prenons les motos là au carrefour et nous marchons arriver ici, vraiment on n'arrive pas à passer, nous sommes obligés de descendre. Même en descendant sur la moto, on n'arrive pas à marcher toujours. La distribution d'eau ici est d'une exceptionnalité particulière. Le seul qui connaît son moindre périmètre est le chef de quartier, Majesté Bilom Jacques, auxiliaire de l'administration qui fait les mêmes constats que ses ouailles. Il y a la police à 13, la police à loin là-bas à 10, la police à 11. Ici, il n'y a rien ici. Il y a de quoi opérer. Dire qu'ils ont raison n'est certes pas la bonne formule, mais le constat est clair, l'administration est quasi inexistante ici. Même, pas. À l'époque, nous avons un poste de police, mais il est de l'autre côté. Comment on appelle là-bas, au sein dominicain, quoi. Il y avait un poste de police là-bas à l'époque. À l'époque, quand le Fendi vivait, le colonel dit, on avait un poste de police là-bas. Mais ici, pour la sécurité, nous n'avons aucun agent de police ici. Le 9 février 2020, les Camerounais seront appelés aux urnes. On vu d'élire les élus locaux qui se devront de répondre aux attentes des populations qui très souvent disent leur frustration des mandats jugés trop souvent nuls pour eux. Sobikabo 2 n'est pas exclu. Face aux réalités inacceptables, seules les urnes vont décider.
Et du nouveau, dans le projet de construction de la route Colmessan dans la cité capitale, alors que les populations s'impatientent, le gouvernement annonce pour le mois de juin le début effectif des travaux de réhabilitation de cette route longue de près de 7 km. Reste donc à régler l'épineuse question des indemnisations afin que le délai de livraison du chantier prévu pour la fin d'année 2020 soit respecté. Marcelin Gansop, reportage. On nous a promis la route en novembre que ça devait être fait. Depuis novembre jusqu'ici, on n'attend rien à aménager. Ce n'est plus qu'une question de quelques mois, si l'on s'en tient aux informations puisées à bonne source au ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Ainsi, les travaux de construction de la route de Colmessan commencent en juin 2020 pour s'achever en novembre 2021. À ce jour, le marché de construction est déjà lancé. Il reste la passation des marchés des travaux et de contrôle, la signature du décret d'indemnisation des personnes affectées par le projet, puis le paiement effectif des compensations aux victimes. Des préalables indispensables pour le bon déroulement des travaux, au risque que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets, comme on le voit ailleurs, dans d'autres chantiers routiers. Par ailleurs, on en sait également un peu plus sur la consistance des travaux à exécuter. Ainsi, le projet partira du carrefour lycée bilingue d'Essos pour le carrefour Tradex Éleveur, soit une distance de 6,8 km. Entre autres réalisations attendues, une chaussée imposante et innovante de 2 x 2 voies avec 2 mètres de trottoir, une bande de stationnement et d'arrêt taxi, des aménagements connexes, plus l'éclairage public et la signalisation routière. De quoi faire rêver les populations riveraines et les usagers de cette route dont la forte dégradation est source de plusieurs difficultés. En attendant le début des travaux en juin 2020, les populations interpellent les autorités sur l'urgence qu'il y a à procéder à l'arrosage quotidien de la route. La saison sèche battant son plein avec ses nuages de poussière. L'objectif de ce projet, qui va coûter la bagatelle de 11 milliards de francs CFA, est de connecter Colmessan, quartier populeux de l'arrondissement de Yaoundé-Saint, au reste de la ville de Yaoundé, à travers une voirie structurante. Cette route, financée conjointement par la Banque mondiale, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain et la communauté urbaine de Yaoundé, s'inscrit dans le cadre du projet de développement des villes inclusives et résilientes. Et nous ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal après la polémique au sujet de la prise en charge gratuite des malades du VIH-Sida au Cameroun. Les responsables de la délégation régionale de la santé pour le littoral ont organisé ce jour un atelier en vue de communiquer sur les modalités pratiques, une séance de travail au cours de laquelle on prépare des professionnels de la santé dans la ville de Douala. Le reportage de Farel Bounia et de Kediara. Alors que la question était encore sujette à polémique, la délégation régionale de la santé pour le littoral rassure, la prise en charge des patients vivant avec le VIH est désormais totalement gratuite. La décision y afférente a été prise le 4 avril 2019 par le ministre de la Santé publique et le 1er janvier 2020 marque son entrée en vigueur. Alors question, qu'est-ce qui est soumis à ce régime de gratuité? L'offre de soins qui a été décidé, comme je dis, pour toutes les femmes enceintes, la consultation prénatale est gratuite. Il y a un package des intrants qui sont donnés. Le carnet médical est gratuit, le carnet de consultation est gratuit, le dépistage est gratuit, le suivi biologique en ce qui concerne la charge virale. Jusqu'au 31 décembre 2019, ce suivi biologique était payant. La charge virale, les CD4 étaient payantes au Cameroun et dans la région du littoral. Mais depuis janvier 2020, cela a été décidé. La charge virale, les CD4 et un paquet de suivi biologique pour la femme enceinte seront désormais gratuits. Petite précision, si pour toutes les femmes enceintes, la première visite prénatale est désormais gratuite, il faut dire que seules les femmes enceintes vivant avec le VIH verront appliquer le régime de gratuité à toutes leurs visites prénatales. Cette décision du Cameroun d'impulser ce régime de gratuité au traitement du VIH-Sida a pour but d'améliorer la stratégie de combat de la maladie. C'est la barrière financière qui a été identifiée pour certains soins, pour l'accès de certains soins à certaines populations, à ces populations vulnérables.
cette barrière financière a été levée par la gratuité décidée par le ministre de la Santé. C'est en vue de sensibiliser le personnel de santé de la région du littoral sur cette mesure d'exemption qu'un atelier s'est ouvert ce vendredi à la délégation de la santé pour le littoral à Bononjo. Ce personnel de santé n'aura désormais plus aucune excuse pour justifier la prise d'argent aux patients. L'actualité à l'international à présent, une nouvelle attaque terroriste à la frontière Niger-Mali fait au moins une centaine de morts et dans la province du Tiri en RDC, l'ONU dénonce des crimes contre l'humanité perpétrés contre une communauté de l'Est et au Maroc, les militants et défenseurs des droits de l'homme dénoncent une campagne de répression des réseaux sociaux. Le rendre de l'actualité internationale avec Michel Ngadjouf. Nouvelle attaque sur les frontières Niger-Mali. Un communiqué du ministère nigérian de la Défense qui a confirmé l'attaque fait état de plusieurs morts de part et d'autre. Selon le communiqué, 63 terroristes et 25 personnes côté ami ont été tués lors de l'attaque jeudi du camp militaire de Chiné-Godard, localité de l'ouest du Niger. Des sources sécuritaires ont révélé que les assaillants seraient venus sur des motos et dans des véhicules. En l'espace d'un trimestre, plusieurs attaques ont été enregistrées le long de la frontière entre le Niger et le Mali, dont la plus sanglante a été celle d'Inates qui a fait 71 soldats nigériens tués. En RDC, possible crime contre l'humanité dans la province d'Ituri selon un rapport de l'ONU. Les violences entre l'Hindou, majoritairement agriculteurs, et Emma, éleveurs et commerçants, ont repris fin 2017 dans une province frontalière de l'Ouganda. C'est le constat que fait un rapport des Nations Unies à propos des violences en Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo depuis septembre 2017. Au moins 701 personnes ont été tuées selon ce rapport du Bureau conjoint des Nations Unies et des droits de l'homme. Au Maroc, des militants dénoncent une campagne de répression des réseaux sociaux. Depuis 2 mois, la justice a prononcé une douzaine de condamnations pour les publications sur YouTube, Facebook et Twitter. Les condamnations concernent des vidéos ou des messages dénonçant la situation sociale, la pauvreté, la corruption au Maroc, avec des critiques virulentes ou des insultes visant le roi et les autorités. Un groupe de soutien a présenté ce jeudi une liste de condamnations avec des peines de prison ferme allant de 6 mois à 4 ans, notamment pour offense au roi, offense aux institutions constitutionnelles, incitation à la haine, outrage aux fonctionnaires publics ou au drapeau national. L'actualité sportive à présent, à quelques semaines du CHAN 2020, les préparatifs s'intensifient. Les membres du comité de site de Yaoundé ont été installés dans leurs fonctions ce vendredi. Le gouverneur de la région du centre leur recommande de se mettre résolument au travail afin de réussir le pari de l'organisation du CHAN 2020. Le reportage de Aïe Cyril, Élisée Borba. Plus que quelques semaines et ce sera le kick-off du CHAN 2020 au Cameroun. Les membres du comité, des commissions techniques et du secrétariat de la coordination du site de Yaoundé ont été installés dans leurs fonctions par le gouverneur de la région du centre. Nous avons seulement à peu près 86 jours pour des demandes de ces CHAN au niveau du Cameroun et spécialement dans la ville de Yaoundé. Et il est question donc à ces membres, chacun de ces membres de différentes commissions et comités, de se mettre au travail résolument et pour travailler en équipe pour une bonne prestation dans notre pool. Et nous n'avons pas assez du temps. Voilà pourquoi donc juste après ces installations, il faut qu'on se mette au travail avec moi-même aussi comme chef de file. Réussir le pari de l'organisation, c'est la principale mission assignée aux membres du comité de site de Yaoundé. Et l'un des domaines pour y parvenir, c'est celui de la communication. La guerre de la communication est importante dans une compétition comme le CHAN que nous préparons. Donc nous devons, en tant qu'acteur majeur de la communication, effectivement de travailler à ce que le rayonnement de la compétition passe d'abord par la communication qui sera faite tout autour. Nous avons lu les missions qui sont les nôtres au sein de cette commission communication et marketing et nous pensons que nous avons les uns et les autres les capacités de pouvoir les remplir. Nous allons rapidement nous mettre au travail. Yaoundé accueillera du monde qu'il faudra loger et nourrir pendant le CHAN 2020. Toute chose qui interpelle les membres de la commission hébergement et restauration.
Notre stratégie consiste à repartir vers nos promoteurs, vers tous ceux qui font dans le tourisme, les loisirs, pour leur dire exactement ce que nous attendons d'eux, c'est-à-dire de remettre leur hôtel à niveau, que la qualité de service soit à la dimension de l'international et qu'on soit gentil. Et cette fois-là, qu'on démontre que nous sommes effectivement des Camerounais, c'est-à-dire ceux qui sont naturellement voués à l'hospitalité. Si certaines commissions se disent prêtes à relever le défi, d'autres, à l'instar de la commission santé, ne cachent pas qu'il y a encore des réglages à faire avant le démarrage de la compétition. Il suffit de faire de révisions sur le plan d'affirmatif. Chaque hôpital a déjà fait un plan d'affirmatif parce qu'en dehors des joueurs de football, c'est toute cette population qui accompagne cet événement qui pose problème sur le plan sanitaire. Donc il faudra couvrir à partir des hôtels, des aéroports, le site des jeux, tous les participants à cette CHAN. Nous allons essayer de voir qui peut faire quoi parmi nous. Il y a des hôpitaux qui sont en chantier, d'autres qui sont en plan d'urgence, d'autres qui ont des équipements qu'on peut exploiter. Chacun va apporter ce qu'il a comme plateau technique. Le championnat d'Afrique des Nations, CHAN, cette année, ce sera la 6e édition. La compétition se déroule du 4 au 25 avril 2020 au Cameroun. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Outou et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Nadine Yambou, un seul titre pour Equinox Soir, deuxième partie, cette action des jeunes de Mabeta. Nous sommes là dans l'arrondissement de Limbé 3 qui ont mis la main sur un groupe de jeunes séparatistes qui avaient préalablement kidnappé un individu. Ces jeunes ont eu la visite du sous-préfet de Limbé 3 pour recevoir les hommages de la nation. Ce sera donc l'essentiel de Equinox Soir, deuxième partie. Nadine Yambou.